Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver à Lille pour cette session SIFUN. On est entre nous, hein, donc ça va permettre des échanges et des débats. La session aujourd'hui est riche. J'ai le plaisir de modérer cette session avec leur panel que tout le monde connaît. Et peut-être sans plus attendre, on va appeler la première oratrice, qui est Marine Lallemand, qui va nous parler de si la taille du vagin, ça a vraiment de l'importance. Alors on ne sait pas pour qui, si c'est pour les messieurs ou les dames, enfin on verra. Bonjour à tous. Du coup, je suis Marine Lallemand, je suis gynécologue obstétricienne au CHU de Besançon. Merci à la CIFUD et à Paris Santé Femmes de m'avoir proposé ce sujet. La taille du vagin, est-ce que ça compte? Voici mes conflits d'intérêts. Donc pour commencer, on sait que les femmes, tout comme les hommes, sont obsédées par leur corps. C'est trop gros, c'est trop grand, c'est trop petit. La nudité chez la femme est une représentation courante, mais elle est rarement représentée de manière détaillée et précise, et qu'on a des représentations qui varient selon les conditions historiques et culturelles, et que l'intérêt des travaux scientifiques, ces travaux sont exempts de cette influence. Donc on sait d'après la littérature qu'il y a une variation des mesures vaginales dans la population gynécologique générale, que l'anatomie du vagin et la fonction vaginale ne sont pas synonymes, mais que la relation entre l'anatomie vaginale et la fonction sexuelle sont actuellement inconnues. Et c'est une question qui est importante en tant que chirurgien en pelvipérinéologie, où le défi, c'est de restaurer la fonction en corrigeant les défauts anatomiques. Du coup, la première question, c'est est-ce que la taille du vagin, ça compte pour les femmes? Dans la littérature, le premier article qu'on retrouve date de 1995 où Weber a essayé de comparer l'anatomie vaginale à la fonction sexuelle. Pour ça, il a inclus 104 femmes, actives sexuellement ou non, qui étaient asymptomatiques. Ils ont mesuré les dimensions vaginales par insertion de bougies, qui étaient incrémentées d'une règle centimétrique, et puis à l'aide de questionnaires, on évaluait les fonctions sexuelles. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la longueur vaginale ou le diamètre de l'introïte était le même que que la femme soit sexuellement active ou non. Et si on compare le diamètre vaginal ou le diamètre de l'introïte chez les femmes qui ont des symptômes à type de dyspareunie ou de sécheresse vaginale, il n'y avait pas de différence entre celles qui avaient des symptômes et celles qui n'en avaient pas. Du coup, on s'est dit, on va aussi voir par auto-évaluation, est-ce que la taille du vagin comptait pour ces femmes. Donc ça, c'est Schaubert qui a demandé à des femmes d'auto-évaluer la taille de leur introïte, leurs lèvres et les efforts requis pour atteindre l'orgasme en fonction de l'estimation de ces organes. Pour ça, il a inclus 104 femmes et il leur a donné un questionnaire d'auto-évaluation de la perception de la sensibilité des organes génitaux, leur fonction sexuelle à l'aide de questionnaires. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau des résultats? Déjà, l'âge des patientes avaient 38 ans, alors que dans l'article précédent, elles avaient à peu près 53 ou 58 ans en moyenne. Et là, les patientes, qu'est-ce qu'elles rapportent? Elles rapportent qu'il y a 92% des femmes qui ont une perception de taille d'introïte qui était adéquate à la pénétration. Et on voit aussi qu'il y a une augmentation progressive de l'intensité de l'orgasme, c'est ce qu'on voit sur le schéma, lorsque la stimulation elle va des organes génitaux externes vers les zones, des zones latérales vers l'introïte vaginale. Après, dans ces articles-là, les mesures vaginales n'étaient pas du tout standardisées. Donc du coup, Schimpf a essayé de construire un article où on va essayer de voir si la taille vaginale, en la mesurant de manière standardisée, ça comptait pour ces femmes. Donc l'objectif de ce travail, c'était de déterminer si la longueur vaginale totale ou le hiatus génital, donc en utilisant le POPQ, impactait sur l'activité ou la fonction sexuelle. Donc pour ça, il a inclus des femmes hétérosexuelles de plus de 40 ans, issues de cabinets de gynécologie qui n'avaient pas d'antécédents CHIR, et on leur a proposé de répondre au questionnaire donc FSFI, et on a mesuré également leur vagin à l'aide du POPQ. Qu'est-ce qu'on voit? La première chose, donc, dans le tableau 1, là à droite, c'est que
les femmes qui étaient sexuellement actives avaient statistiquement un vagin qui était plus long, donc la longueur vaginale totale, TVL, que les femmes qui étaient sexuellement inactives. Donc avec un petit p inférieur à 0,5, mais si on regarde un peu les chiffres, 9,1 versus 8,9 cm, cliniquement, ça n'a pas vraiment de significativité. Ensuite, si on regarde le hiatus génital, la longueur du hiatus génital, il n'y avait pas de différence chez les patientes qui étaient sexuellement actives versus celles qui étaient inactives. Il a également comparé ces mesures vaginales chez les patientes qui avaient une fonction sexuelle normale définie par un score FSFI inférieur à 26 versus les patientes qui avaient des dysfonctions sexuelles avec un score FSFI inférieur à 26. Pardon, normal c'était supérieur à 26. Et du coup, en comparant donc, ces patientes, il n'y avait aucune différence en termes de longueur vaginale totale et en termes de longueur de hiatus génital chez les patientes qui avaient une fonction sexuelle normale versus celles qui avaient une dysfonction sexuelle. Après, donc ça c'était le versant féminin. On peut aussi se poser la question, est-ce que la taille du vagin compte pour les hommes? Eh bien dans PubMed, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de littérature concernant des femmes à l'état de base en l'absence de chirurgie. Du coup, maintenant, on se positionne en tant que chirurgien en pelvipérinologie. Est-ce que la taille du vagin, elle compte après une chirurgie de prolapsus? Donc pour ça, il y a une méta-analyse qui a été publiée où l'objectif était de décrire une relation entre la mesure anatomique vaginale pré- et post-opératoire et les résultats en termes de fonction sexuelle après une chirurgie de prolapsus. Donc ils ont récupéré tous les articles qui comparaient prospectivement les fonctions sexuelles, soit à l'aide du score du PISC-12, soit en interrogeant s'il y avait des dyspareunies ou pas. Et ils ont récupéré donc, les articles qui comparaient avant et après chirurgie. Et là, qu'est-ce que les résultats montrent? Mais qu'il n'y avait aucune association entre les mesures anatomiques, que ce soit la longueur vaginale totale ou le hiatus génital, et un changement du score de PISC-12 ou l'apparition de la disparition d'une dyspareunie. Il n'y avait aucune association statistiquement significative. Du coup, on peut aussi se poser la question, est-ce que la taille du vagin compte après chirurgie de prolapsus pour les hommes? Ça, c'est Lonnie Hoffman qui a travaillé là-dessus. Il a examiné donc, si la fonction sexuelle des partenaires masculins changeait après une chirurgie de prolapsus ou d'incontinence urinaire d'effort. Donc là, il y a 35 hommes qui ont été inclus et suivis sur 1 an. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que après chirurgie de prolapsus, il n'y avait pas plus d'hommes ou moins d'hommes qui se plaignaient d'un vagin trop étroit ou trop lâche. Et puis, en tant que pelvipérinologue, on peut aussi se poser la question, est-ce que la taille du vagin, elle compte pour prédire la réussite d'une pose de Pesser? Donc ça, c'est Nager qui avait publié ça en 2009. L'objectif de son travail était de déterminer si la réussite de la pose d'un Pesser pour l'incontinence pouvait être prédite par les mesures du PubQ. Donc il a inclus 266 femmes qui souffraient d'une incontinence urinaire d'effort et d'un prolapsus inférieur ou égal de stade 2 et traitées par un Pesser dish ou un Pesser anneau avec bouton. On a quand même 92% de réussite de pose de Pesser. Et quand on compare les réussites et les échecs de pose de Pesser, on voit que le fait d'avoir une longueur vaginale totale plus longue était un facteur prédictif de réussite de pose de Pesser. Par contre, la longueur du hiatus génital ou le ratio hiatus génital versus longueur vaginale totale n'était pas un facteur prédictif d'échec de pose de Pesser. Donc, pour conclure, on voit bien qu'il y a une mauvaise compréhension de la relation entre l'anatomie vaginale et la fonction sexuelle par les praticiens et les patientes, que les procédures chirurgicales de traitement de prolapsus mettent l'accent sur préserver un vagin fonctionnel avec un calibre et une longueur adéquate, qu'il n'y a pas de données vraiment dans la littérature qui établit une corrélation entre la fonction sexuelle et l'anatomie vaginale. Et au final, la question pourrait être, est-ce que c'est pas la taille qui compte, ou est-ce que c'est pas plutôt la façon dont on sert du vagin qui pourrait compter? Merci pour votre attention. Merci beaucoup Marine pour cette introduction, parce que ça va permettre, je pense, de rentrer dans les détails dans les futurs topos de la matinée. Et finalement, c'est assez intéressant de voir qu'on se pose beaucoup de questions là où il n'y en a peut-être pas. Donc on va continuer d'avancer dans les présentations en demandant à Rajiv, qui
qui est chirurgien gynécologue à Besançon, de nous parler de l'anatomie, de la physiologie du vagin et du hiatus. Bonjour à toutes et à tous. J'associe cette présentation au professeur Parat, qui est mon maître et qui est anatomiste. Plusieurs des travaux présentés ont été faits en association avec le professeur Parat et au labo d'anatomie. Donc je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc pour commencer, c'est une thématique matinale concernant la laxité ou l'hyperlaxité vaginale. Il existe une terminologie internationale de l'ICS et l'IUGA qui est retenue concernant la laxité vaginale, qui serait définie par un relâchement vaginal avec sensation de perte de tonicité. Donc ce symptôme est assez fréquent dans la littérature récente. La prévalence serait en 17 jusqu'à 38% des patientes qui vont se plaindre de ce symptôme de laxité vaginale, à savoir qu'il ne s'agit pas d'une pathologie exclusivement de femmes ménopausées. Parce que contrairement aux symptômes génito-urinaires de la ménopause, la prévalence serait beaucoup plus élevée chez les femmes jeunes que chez les patientes ménopausées ou post-ménopausiques. La physiopathologie est peu connue. Il existe quand même quelques pistes, mais il n'y a pas forcément de mécanisme physiopathologique clairement défini. Mais on sait que l'hyperlaxité vaginale serait associée au prolapsus génital. Et on ne sait pas trop si la laxité vaginale serait éventuellement un facteur prédisposant au prolapsus génital. L'hyperlaxité serait aussi associée à l'incontinence urinaire, l'incontinence anale, à l'absence de sensation lors des rapports sexuels et l'altération de la qualité de vie sexuelle aussi. Donc comme les mécanismes physiopathologiques sont peu connus, afin de mieux les appréhender et essayer de donner une explication à ce symptôme qu'est l'hyperlaxité vaginale, il faut, dans un premier temps, bien comprendre l'anatomie afin de prendre en charge. Et là, on va décrire l'anatomie du périnée, du hiatus génital et du vagin. Donc tout d'abord, le périnée, assez rapidement, vous le connaissez tous, forme de losange, deux régions, séparés par le centre tendineux du périnée, en périnée superficiel et périnée profond. Périnée superficiel, c'est ce que vous voyez sur ces figures. Il y a tout d'abord le muscle bulbo-spongieux que vous voyez ici, le muscle ischio-caverneux, le muscle transverse superficiel du périnée, et en postérieur, on a le sphincter, essentiellement le sphincter anal de l'anus, en superficiel. L'innervation somatique du périnée est importante. L'innervation du périnée est séparée en trois parties. La partie supérieure au niveau du mont de pubis est innervée par le nerf ilio-hypogastrique, là en 1, ilio-inguinal et génitofémoral. Latéralement, proche de la cuisse, le nerf cutané postérieur de la cuisse. Et l'élément essentiel de l'innervation somatique du périnée, c'est quand même le nerf pudendal que vous voyez en 3, issu des racines S2, S3 et S4, avec 3 rameaux somatiques. Le rameau rectal inférieur, ici, qui innerve l'anus et le sphincter anal externe. Le rameau périnéal qui innerve les lèvres, le muscle transverse du périnée, l'ischio-caverneux et le bulbo-spongieux. Et un rameau pour le nerf dorsal du clitoris. Il existe aussi des rameaux sensitifs pour le vagin, la grande lèvre, les petites lèvres et le clitoris. Donc, premier élément à savoir, c'est qu'au moment d'un accouchement, on peut voir une élongation du nerf pudendal avec risque de neuropathie, de névralgie, et ça pourrait aussi, cette élongation, être responsable des dysfonctions pelvipérinéales à type de laxité, d'incontinence et de prolapsus. Cette coupe anatomique réalisée dans notre labo démontre le nerf pudendal ici qui
innerve le bulbe spongieux et aussi le transverse du périnée. Donc, l'autre innervation, il s'agit de l'innervation autonomique du périnée. Et l'innervation autonomique du périnée est essentiellement centrée sur le plexus hypogastrique inférieur, que vous voyez ici sur cette dissection cadavérique, l'avant étant là, postérieur là. Là, vous avez l'utérus fixé par une aiguille, l'aiguille verte. Et ce plexus est localisé latéral au ligament utérosacré. Donc là, sur cette coupe de dissection cadavérique, le ligament utérosacré a été enlevé médialement et on voit le plexus hypogastrique inférieur constitué du nerf hypogastrique que vous voyez ici avec l'épine jaune et le nerf splanchnique pelvien. Donc le plexus hypogastrique inférieur est responsable de la réponse sexuelle après stimulation par la libération du peptide vasoactif et la libération du monoxyde d'azote qui va provoquer une vasocongestion vaginale. Le plexus hypogastrique inférieur est aussi impliqué dans la physiopathologie des dysfonctions pelvipérinéales. Après une colpohystérectomie élargie, par exemple, on peut léser ce plexus et avoir des conséquences sur la sexualité. Un travail prolongé avec une compression du plexus aurait aussi une conséquence de dysfonction pelvipérinéale et aussi un accouchement difficile, tout comme le nerf pudendal peut être allongé, le plexus aussi peut être allongé et être traumatisé. Donc en dessous, vous avez une coupe histologique de ce plexus, retrouvant après imprégnation à l'éosine, retrouvant les filets nerveux qui sont nombreux, mais aussi des vaisseaux. La réponse sexuelle est une réponse vasculo-nerveuse. Donc, d'où l'intérêt aussi à étudier la vascularisation du périnée. La vascularisation est divisée en deux territoires, séparés par cette ligne rouge que je vous ai mis là, passant par le clitoris. En antérieur, la vascularisation est médiée par l'artère pudendale externe, une branche de l'artère fémorale que vous voyez en A, branche terminale de l'artère obturatrice que vous voyez en B, et en postérieur, c'est l'élément principal de la vascularisation du périnée qui va nous concerner, c'est l'artère pudendale interne, une branche de l'artère iliaque interne que vous voyez là en C, avec des rameaux pour l'artère dorsale du clitoris, l'artère urétrale et l'artère bulbaire. Et si vous voyez sur ce dessin repris par Lee dans une publication récente, cette vascularisation est assez identique au niveau territoire au nerf pudendal. En fait, le nerf pudendal et l'artère pudendale interne sont assez proches, donc quand on est amené à faire une ligature de l'artère pudendale interne au moment d'une vulvectomie, par exemple, on va forcément léser les rameaux du nerf pudendal, parce qu'ils sont assez proches. Le vagin, quant à lui, est vascularisé par l'artère utérine, par ses rameaux cervico-vaginal et vésico-vaginal, et par l'artère vaginale. L'autre élément principal musculaire, là, il s'agit du muscle élévateur de l'anus. Dans la nomenclature internationale, on utilise plutôt le terme de lévateur ani, qui constitue le diaphragme et le plancher pelvien. C'est l'élément principal du périnée profond. Ce muscle, avec plusieurs faisceaux, a une origine soit au niveau du pubis ou au niveau d'une ligne fibreuse latérale au bassin qu'on appelle l'arc tendineux de l'élévateur de l'anus, qu'on voit ici sur cette vue postérieure du petit bassin. Ici, là, vous voyez la flèche, donc c'est l'arc tendineux de l'élévateur de l'anus. Dans la littérature, en fait, il y a eu un travail d'homogénéisation de la nomenclature concernant les faisceaux de l'élévateur de l'anus. Il faut en retenir 5, ce qui est repris ici. Donc les faisceaux pubo-périnéal, pubo-vaginal, pubo-anal, pubo-rectal et iliococcygien. Et en sachant que
par rapport à la dysfonction sexuelle et des dysfonctions pelvico-périnéales. Les deux faisceaux vraiment impliqués, c'est les faisceaux pubovaginal et puborectal. Et dans la littérature, on utilise le terme de puboviscéral et des fois pubococcygien pour définir ces deux faisceaux essentiels pour le maintien et le soutènement de la paroi vaginale et du hiatus génital. Et sur cette coupe dissection cadavérique, on voit les deux faisceaux. Donc là, au niveau de l'insertion, c'est le faisceau puboviscéral, on n'arrive pas à les définir, mais ensuite, on voit bien le faisceau pubovaginal qui va vers le vagin ici et pubo-rectal qui va cravater le rectum, et on voit le vagin ici qui a été coupé et la vessie enlevée, on voit que le col de la vessie, et là en 4, on identifie bien une zone fibreuse en fait qui va partir du pubovaginal et qui va attacher le vagin. Donc l'autre élément à définir, il s'agit du hiatus génital qui dans la littérature est défini cliniquement comme la mesure entre le méa urétral et la fourchette vulvaire. Les études ont démontré qu'en médiane, la mesure serait en 3 et 4 cm. Dans ce travail de Trowbridge de 2008, en évaluant le hiatus génital, donc j'ai utilisé GH puisque dans la nomenclature c'est genital hiatus, c'est le terme qui est l'acronyme qui est utilisé plutôt GH. Et donc dans cette étude sur 400 patientes, la médiane était en 3 et 4 cm chez les patientes normaux sans prolapsus, avec une moyenne autour de 3,4 cm. En sachant que dans les études, il y a aussi des mesures du hiatus radiologique qui est mesuré comme sur cette coupe sagittale à l'IRM entre le ligament arqué sous-pubien et le plancher, donc le centre tendineux du périnée. Et en LH, en fait, vous avez le hiatus lévatorien qui est mesuré entre le ligament arqué sous-pubien et le muscle élevateur de l'anus. Souvent, ce serait l'iliococcygien qui est pris comme repère. Donc ce hiatus est à risque de traumatisme au moment de l'accouchement, surtout au moment du dégagement de la tête du fœtus, comme on voit sur ces images d'accouchement, où là, il y a une distension du hiatus génital, et aussi au moment d'épisiotomie ou traumatisme périnéal, on peut être amené à léser le hiatus génital. Donc cette lésion du hiatus génital est causée par une élongation des faisceaux musculaires du puboviscéral, et cette élongation au moment du dégagement de la tête, modélisée dans ce travail de Jing, où on voit au moment du dégagement du couronnement de la tête fœtale, il y a une distension du hiatus génital, mais aussi, élément important, il y a une augmentation de l'élongation, mais aussi des contraintes, ce que vous voyez en rouge, des faisceaux musculaires du hiatus génital. Donc élongation, mais aussi risque de désinsertion de ce tendon au niveau de son insertion au niveau du pubis. Et dans ce travail de modélisation, il a été démontré que plus on aurait un centre tendineux rigide, plus il y aurait un risque de désinsertion tendineuse du pubo-viscéral. Un travail récent de 2021, un travail randomisé sur l'épisiotomie et accouchement instrumental, essentiellement des ventouses, a pu démontrer qu'une épisiotomie supérieure à 18 mm, donc c'était une évaluation après épisiotomie et accouchement instrumental, une évaluation à l'échographie, a démontré qu'il y avait des risques de lésion du puboviscéral si l'épisiotomie était de plus de 18 mm, et en dessous de 18, il n'y avait aucun risque de lésion lévatorienne. Donc ces lésions du puboviscéral sont répertoriées dans la littérature avec des évaluations à l'échographie. Ici, une échographie 3D démontrant un puboviscéral correctement inséré sur le pubis, et ici avec une lésion
du côté droit, une désinsertion de ce tendon. Donc pour terminer, concernant l'anatomie du vagin, il s'agit d'un conduit musculo-membraneux pelvien et périnéal avec une longueur totale en moyenne d'environ 9,6 cm retrouvée dans la littérature, une épaisseur de 3 à 4 mm. Et là, j'ai repris un travail de Lille concernant l'analyse des tuniques du vagin. Donc le vagin est constitué de 4 tuniques. Ici, avec la partie muqueuse qui correspond à l'épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé. Ensuite, vous avez une couche spongieuse, on utilise aussi le terme de lamina propria, qui est constituée de tissu conjonctif, de fibres élastiques de veine. Et donc, il s'agit d'une couche qui serait comme un tissu caverneux pseudo-érectile, donc impliqué aussi dans la fonction sexuelle. Ensuite, on a une couche musculeuse, donc tissu musculaire lisse, une couche musculeuse superficielle qui serait longitudinale et circulaire en profondeur. Et ensuite, on a l'adventice correspondant à un fascia vaginal de tissu conjonctif lâche. Les rapports du vagin en antérieur, il y a un rapport intime avec l'urètre et la base de la vessie. Et c'est ce rapport intime entre vessie et vagin au niveau de la cloison vésico-vaginale, c'est à cet endroit qu'on peut, nous, chirurgicalement, retrouver ce qu'on appelle le fascia d'Alban ou le fascia pubo-cervical, en sachant que ce fascia spécifique, on va dire gynécologique, n'est pas reconnu par les anatomistes. Donc il s'agit probablement de l'adventice du fascia vaginal qu'on arrive à disséquer, à créer artificiellement. Sinon, l'autre rapport, c'est le fornix vaginal, c'est la jonction annulaire autour du col et des ligaments utérosacrés. En postérieur, rapport à travers la cloison recto-vaginale avec le rectum et plus caudalement avec le centre tendineux du périnée. Et latéralement, comme démontré dans ce travail de Larson de 2012, il y a une fixation latérale au faisceau du pubo-vaginal, comme je vous l'ai montré initialement sur des coupes cadavériques, mais aussi à l'arc tendineux du fascia pelvien qui permet de suspendre correctement le vagin et donc forcément impliqué en cas d'hyperlaxité vaginale. Donc pour conclure, concernant l'anatomie et la physiopathologie de la laxité vaginale, l'élément musculaire important, essentiel à retenir, c'est les faisceaux pubo-vaginal et pubo-rectal qu'on peut dénommer pubo-viscéral ou pubo-coccygien dans la littérature. L'autre élément essentiel, l'innervation par le nerf pudendal, qui provient des racines sacrées S2, S3, S4. La fixation du vagin latéralement, l'arc tendineux du fascia pelvien, mais aussi au paravagin. Et pour terminer, l'autre élément essentiel, c'est la qualité du tissu vaginal de par son élasticité, son épaisseur et sa vascularisation. Donc, merci pour votre attention. Merci Rajiv. On va poursuivre et on a décidé avec ma comodératrice d'avoir une discussion à la fin, ce qui permettra de mixer les opinions. Et la communication suivante est celle de Karine Martin sur la fonction sexuelle. Vous avez 15 minutes. Alors, merci aux organisateurs de m'avoir convié pour présenter fonction vaginale dans cette session sur l'hyperlaxité vaginale. Alors, une vignette clinique pour commencer. Madame Mana, 40 ans, qui a présenté 3 accouchements par voie basse avec des enfants de poids de naissance entre 3,8 kg et 4,3 kg entre 2008 et 2014, qui a pratiqué la kinésithérapie périnéale après chaque accouchement et environ 30 séances en 2015, après la dernière naissance, à la fois par technique par sonde et technique manuelle. Elle a bénéficié en 2018 d'une plastie vaginale avec résection latérale en quartier d'Orange, en 2019 d'une colporaphie avec plicature antérieure et postérieure, de 3 séances de laser de rejuvénisation en 2020, puis d'une reprise chirurgicale avec myographie des releveurs associés et lipofilling en 2021, puis 2 lipofilling en 2022. À la dernière consultation, elle signale moins de gaz vaginaux et une plus grande sensation de résistance à la pénétration.
Alors, ce cas clinique nous montre une efficacité partielle de nos prises en charge, la kinésithérapie périnéale, même les prises en charge chirurgicales, le laser, la radiofréquence, les ripofilling, mais aussi la grande motivation des patientes concernant les procédures qu'on leur propose. Et donc cela témoigne d'une détresse très importante ressentie par ces femmes, avec altération importante de leur image du corps, de leur qualité de vie sexuelle, avec retentissement sur la qualité de vie globale. Alors, ma réflexion, à savoir, a suivi un peu le déroulement de la présentation. Pour qui, pourquoi, une histoire de contenant, mais aussi de contenu. Alors là, c'est vraiment pas du New England et c'est vraiment pas non plus scientifiquement démontré, mais j'ai ici placé la carte mondiale du marché du rajeunissement vaginal qui montre une fréquence élevée en vert à gauche des procédures en Asie et en Australie et une fréquence faible dans les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Alors, est-ce que c'est une histoire de niveau économique, de tourisme médical ou une histoire peut-être de contenu? En tout cas, vous avez donc à droite une carte mondiale de répartition de la taille moyenne des pénis. Alors là, c'est pas du double aveugle, justement. Donc, vraiment, ma source, c'est Reed. Donc, c'est une source vraiment de vulgarisation. Et ce qui est étonnant quand même, c'est qu'on peut voir que cette carte est plus ou moins superposable à la carte mondiale avec un marché de rajeunissement vaginal qui va être beaucoup plus fréquent dans les pays où les pénis seraient peut-être plus petits et une fréquence vraiment moindre en Amérique du Sud, par exemple, et en Afrique. Alors, quid de la taille du vagin des femmes? On en a parlé de toute façon juste avant. Ce que je pense qu'on peut dire, c'est que les vagins des femmes subissent des modifications physiologiques au cours de la vie, avec peut-être, dans notre expérience clinique, une tendance plutôt à l'hypertonie en début de vie sexuelle, une plus grande laxité après l'aboutissement du projet de grossesse, et puis on se rend compte qu'avec l'atrophie vulvovaginale de la ménopause, la souplesse du vagin s'altère et on a beaucoup plus de vagins, on a l'impression, plus petits ou moins élastiques dans notre pratique. Alors, on ne peut pas faire non plus abstraction des dysfonctions érectiles dans ce contexte d'hyperlaxité vaginale ou de ressenti d'hyperlaxité vaginale, avec, on peut imaginer, une fois les projets de grossesse aboutis, plus quelques années, le temps de faire quelques prises en charge, on se retrouve finalement avec peut-être des partenaires qui ont autour de 40 ans et à peu près 40% de dysfonctions érectiles qui peuvent toucher les hommes à cet âge. Alors, un petit clin d'œil cocorico, les Français ont le plus gros pénis d'Europe derrière la Hongrie. Alors, des recherches qui amènent à des notions qui doivent être citées. Donc, le Cambodge apparaît en premier lieu, mais aussi d'autres pays d'Asie. Donc, quand on recherche, on trouve vraiment des pays d'Asie qui ressortent par rapport à cette pratique. La périnéographie se pratique chez des jeunes femmes en bonne santé afin de resserrer leur vagin et d'augmenter leur capital érotique en cherchant à accroître le plaisir masculin. Immédiatement après l'accouchement ou plus tard dans le postpartum ou encore plus tard par des obstétriciens ou des sages-femmes. Donc une gynéco-obstétricienne de Phnom Penh expliquait qu'on demandait au mari quel moulage correspondait le mieux à son sexe et on cousait le vagin à la bonne taille. Donc façonner le vagin à la taille du mari renvoie à ce contre quoi nous luttons, façonner la sexualité et le plaisir féminin à la sexualité masculine avec une vision androcentrée, la femme qui doit jouir de la manière dont l'homme jouit à la pénétration, sinon elle est immature, infantile, et le plaisir vaginal qui a longtemps été beaucoup plus valorisé que le plaisir clitoridien, avec les théories freudiennes très spécifiques à la France et la dichotomie des deux types d'orgasmes, deux types de femmes dans les sociétés patriarcales. Quid des dyspareunies secondaires? Alors là, une petite photo aussi du livre Jouissance Club pour en finir avec ce chapitre. Ce n'est pas la taille qui compte, enfin un peu si, mais surtout pas que, et ce n'est pas toujours quand même un problème féminin. Alors les dysfonctions sexuelles sont répertoriées dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, avec dans le DSM-5 chez la femme, le trouble de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation sexuelle, le trouble lié à des douleurs génitopelviennes ou à la pénétration, et le trouble de l'orgasme. Seront donc abordés en consultation d'évaluation le désir, le plaisir, l'orgasme et l'existence de douleurs. En aparté, nous pouvons identifier une différence entre les définitions du désir, des troubles du désir en tout cas chez l'homme et chez la femme,
Alors, vous voyez que chez l'homme sont dissociés la diminution du désir sexuel et le trouble de l'érection. Alors, l'objectif, c'est pas du tout de justement créer des stéréotypes de genre ou de valoriser des fonctionnements différents hommes-femmes, c'est juste d'éclairer ces différences entre les physiologies masculines et féminines. Ce sont des grandes lignes. Il n'y a pas proprement un fonctionnement masculin ou un fonctionnement féminin. Chacun a un fonctionnement qui lui est propre, un mode d'emploi construit individuellement, qui s'est façonné, évolue, encore en fonction des rencontres, des expériences, des connaissances, de l'âge qui avance. Et donc, on parle de construction de scripts cognitifs et corporels. Donc, pour revenir sur ce trouble de l'intérêt pour l'activité sexuelle cité ici chez la femme, on pourrait l'apparenter un peu à un trouble du désir. Ce désir, ce serait cet élan cérébral pulsionnel qui naît dans le cerveau avant le rapprochement des corps. Et le terme de trouble de l'excitation sexuelle se placerait plutôt au niveau du corps dans sa réceptivité. Un témoin pourrait en être la lubrification. Et il faut donc pour la femme que plusieurs des symptômes existent pour donc à la fois une baisse du désir et un trouble de sa réceptivité pour que le diagnostic de dysfonction puisse être posé. Cela veut dire que même si les femmes ont parfois un désir basal cérébral un peu plus faible que l'homme, le fait qu'il y ait une bonne réceptivité corporelle aux stimulations est tout à fait rassurante, c'est-à-dire ressentir du plaisir, avoir une bonne réponse du corps aux stimulations. Et donc, en tout cas, nous, en activité clinique, enfin en consultation, c'est sur cette réceptivité et l'amélioration qualitative du rapport que nous allons d'ailleurs d'abord travailler. Et le plaisir va améliorer secondairement le désir. Et entendre cela est souvent rassurant pour les femmes qui consultent pour un manque de désir. On va tout de suite leur poser la question, comment ça se passe au niveau du plaisir ? Alors, le désir, d'abord un rapport à soi, même à deux. Donc pour avoir du désir, il est important d'être bien avec soi-même. Pour avoir du désir, et ça je le recite après, il faut se sentir désirable. Donc ce désir renvoie au rapport au corps en général, renvoie aussi au rapport que l'on entretient avec son sexe en particulier, renvoie aussi à la relation au plaisir en général et au rapport au plaisir sexuel en particulier. Ce n'est pas encore le même plaisir. Il y en a pour qui le plaisir sexuel, c'est quelque chose vraiment différent des autres plaisirs, mais non. Le désir, c'est avant tout aussi l'envie de se faire plaisir. Ce n'est pas une corvée en plus des autres, quelque chose en plus sur la liste de tout ce qu'on a à faire tous les jours. Il faut changer de regard là-dessus ou aider les femmes à changer de regard. C'est quelque chose que l'on s'offre à soi-même avec l'autre avant de l'offrir directement à l'autre. Alors, n'oublions pas que le périnée est un organe central, mais que l'organe principal se situe entre les deux oreilles et que le cerveau participe à la création de ces scripts cognitifs et corporels positifs ou négatifs. Et donc certaines vont influencer le rapport à la sexualité. Pour certaines patientes ou femmes, la sexualité est un espace de jeu, de créativité, et pour d'autres, c'est le cri de Munch. Donc les réactions cérébrales sont en lien avec le vécu de la vulve elle-même et au sens qui va pouvoir être attribué à cette hyperlaxité, au syndrome de relâchement. Qu'est-ce que cette béance me raconte de moi ? Alors s'il y avait une diapo à retenir, je pense c'est celle-là, c'est que nous devons bannir le terme de béance qu'on trouve parfois dans les courriers. C'est un diagnostic posé par un médecin spécialiste du périnée, inscrit sur un courrier que je vais pouvoir lire et relire, qui touche cette zone de l'intimité centrale de la féminité, qu'il faut normalement pouvoir aimer pour mieux la partager. Donc il y a une atteinte narcissique importante, une sensation de vieillissement, de corps qui lâche. Alors comment réotiser la zone derrière ? C'est compliqué. Encore une fois, pour pouvoir avoir du désir, il est important de se sentir désirable. Alors c'est compliqué avec une béance. En tout cas, cette hyperlaxité vaginale, moi j'avais tendance à l'appeler syndrome de relâchement, mais finalement, le relâchement, lâcher prise, hyperlaxité, c'est peut-être plus aussi positif ou moins négatif. En tout cas, c'est important de réfléchir, je pense, aux termes qu'on peut utiliser. Alors, nous nous sommes d'abord centrés sur notre patiente. L'abord de la satisfaction globale dans la vie de couple est essentiel. Tout ce que je ne vais pas dire à l'autre s'exprime par le corps. Et la sexualité, ne l'oublions pas, est une monnaie d'échange. Dans le couple, parfois consciemment, mais parfois inconsciemment. Donc les problématiques associées dans le couple et la qualité de vie globale est importante. Alors les ingrédients d'une sexualité épanouie, en tout cas, ce serait être bien avec soi-même et être bien dans son couple. Après le désir, le plaisir. Le plaisir est essentiel, c'est vraiment l'objectif de la sexualité tout seul ou même à deux. Enfin, en tout cas, l'objectif de la sexualité à deux, c'est de partager du plaisir à deux. Et encore une fois, le désir, lui, est l'anticipation du plaisir par phénomène inconscient.
Et souvent, c'est vraiment au plaisir qu'on va s'attacher pour améliorer secondairement le désir. C'est rare que les patientes consultent en disant « j'ai pas de plaisir », elles vont plutôt nous dire « j'ai pas envie » ou « j'ai des douleurs ». Et donc, c'est vraiment important de travailler le plaisir. Donc, demande, on l'a dit, une construction d'un mode d'emploi, un apprentissage et la répétition d'expériences. N'oublions pas que le clitoris est au centre du plaisir, ou plutôt l'organe bulboclitoridien, parce que l'on a tendance à réduire le clitoris à son gland. Et donc la stimulation externe du clitoris via son gland est plus efficace que la stimulation via ses racines. L'hyperlaxité vaginale n'a donc normalement pas trop d'influence théorique, mécanique, pour 9 femmes sur 10 qui fonctionnent comme ça et qui jouissent par stimulation clitoridienne externe. Le point G, l'ancien point G, laisse place à une large zone urétro-clitorido-vaginale très vascularisée par les plexus de Cobelt, très innervée, stimulable par voie interne, certes au niveau de ses racines, mais qui va concerner plutôt environ 1 femme sur 10 dans l'accès vraiment à l'orgasme. Donc finalement, on pourrait se dire que quantitativement, l'hyperlaxité vaginale a peut-être peu d'impact sur la fonction orgasmique. Alors, ce qui est essentiel également, c'est le lâcher-prise, d'habiter son corps en confiance. J'ai mis la photo d'une voiture, c'est que souvent j'explique aux patientes que c'est important d'être dans leur corps. Donc, quand on est dans la voiture, on ne voit pas la carrosserie, la couleur de l'extérieur, on habite son corps, on est vraiment à l'intérieur. On quitte l'auto-observation, on débranche la prise de la charge mentale, du jugement sévère de soi-même, ne pas imaginer ce que l'autre peut voir, penser, voilà. Pour un lâcher-prise indispensable à la montée du plaisir. Alors, soyez rassurés, le partenaire masculin est excité du plaisir féminin. Alors, quid de se dire que son sexe est béant, notamment ce qu'on appelle les péchates, l'incontinence parfois associée. La musique peut vraiment aider nos patientes pour poser leur esprit aussi sur, éviter donc voilà d'être en auto-observation ou d'être dans la charge mentale du quotidien. Et la musique peut peut-être aussi aider pour certains bruits du corps. Donc, il faut trouver des astuces. J'avais peut-être... Si j'osais dire, vous avez encore 2-3 minutes pour conclure. D'accord. La femme doit sortir de sa passivité, de la sexualité femme étoile de mer qui subit le rapport, et l'hyperlaxité renvoie à la passivité, à cette femme réceptacle qui n'arrive pas à contracter son vagin et qui est cantonnée du coup à cette place d'objet, non de sujet. Il faut amener à une renarcissisation. Alors, la courbe d'excitation sexuelle féminine, la phase réfractaire qui est plutôt au début pour la femme, qui a plutôt une sexualité un peu plus diesel que l'homme turbo, même si ce sont que des grandes lignes et que chacun fonctionne à sa manière, avec un accordage qui va peut-être se faire plus facilement ensuite avec l'âge, parce que les hommes deviennent un peu moins turbo. Et ces cycles vont s'opérer plus facilement en dehors de la pénétration, ou lors de la pénétration avec une stimulation externe en même temps. Et encore une fois, l'hyperlaxité ne devrait pas trop gêner l'accession au plaisir, en sachant que l'homme, avec sa phase réfractaire petite mort, a une sexualité plutôt one-shot, alors que la femme, elle, peut avoir déclenché plusieurs cycles et plusieurs orgasmes, et c'est dommage de s'arrêter à un quand on peut en avoir plusieurs. Renvoie à plus de plaisir, une meilleure réceptivité, plus de désir. La difficulté, ce serait peut-être les contractions vaginales orgasmiques qui peuvent être parfois bruyantes, même en l'absence d'hyperlaxité, mais signe de beaucoup de plaisir. Et cette lubrification est importante parce qu'elle permet vraiment une cohésion entre le pénis et le vagin, c'est-à-dire que même sans hyperlaxité, quand on pénètre une femme, si elle n'est pas lubrifiée, on fait rentrer de l'air par phénomène de pompe. Et donc, plus de plaisir, moins d'entrée d'air. Et voilà, je passe. Les femmes elles-mêmes préfèrent parfois aller directement à la pénétration plutôt que faire les détours du corps. Donc, elles se concentrent sur l'utile au détriment de l'agréable, avec peu de plaisir, beaucoup d'air, plus de bruit, et c'est le cercle vicieux. Et on se rend compte que la zone urétro-clitorido-vaginale va être mieux stimulée par un objet courbe ou un doigt que par un pénis qui va tout droit. En tout cas, c'est sûr qu'un pénis plus gros va quand même plus stimuler cette zone urétro-clitorido-vaginale. Alors, la peau, organe de la rencontre, des zones érogènes larges, il faut s'attarder, prendre son temps, utiliser les 5 sens. Et donc, quelques take-home messages, donc on est vraiment dans les dernières diapos. Plus que la taille, l'attention à l'autre, la communication, des préliminaires qui commencent vraiment déjà à la fin du rapport précédent. C'est vraiment une manière d'être à l'autre, mais aussi avant tout la sexualité, un rapport à soi, on l'a vu. Il faut une confiance, une bonne estime de soi. Les femmes jouissent de toute façon plus facilement par stimulation externe et rares sont celles qui orgasment à la pénétration. Donc techniquement, ça ne devrait pas trop gêner la femme dans son plaisir, et un bon partenaire prend du plaisir à faire jouir sa partenaire.
Le quid pourrait donc être une option et non un but, comme la cerise sur le gâteau, sans oublier de manger le gâteau. Alors, beaucoup de stimulations externes vont permettre aussi de partager beaucoup de plaisir à deux, d'obtenir des orgasmes féminins et l'orgasme masculin aussi plus facilement avec ou sans pénétration. Si l'homme a été beaucoup stimulé, même si c'est un peu lâche, il va jouir plus facilement aussi d'avoir été bien stimulé avant. Donc vagin et clitoris agissent de concert, il faut échapper à la dichotomie clitoris-vagin, femme clitoridienne, femme vaginale. Ce serait jouer au foot sur un demi-terrain ou à la guitare avec la moitié des cordes. Important de développer l'appétit vaginal. La femme aura du plaisir avant l'homme et l'homme jouira plus facilement. Donc là je vais passer, mais la circlusion, on le développe, c'est de donner vraiment quelque chose d'actif à la femme dans la pénétration et pas un réceptacle passif. Alors peut-être que c'est l'occasion d'un nouveau départ, cette hyperlaxité, d'une sexualité plus riche que 3 minutes de préliminaire, 5 minutes de pénétration, éjaculation et paf, extinction des feux, de prendre soin de soi. Donc il faut accompagner ces femmes qui sont souvent en grande souffrance et déçues des prises en charge. On peut démasquer par là même des problématiques anciennes, leur apprendre à se réapproprier leur sexe. Attention au poids des mots. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On va demander à notre technicienne ici présente de mettre en route la présentation du professeur Pia Marès de Nîmes, qui ne peut pas être présent et qui fait sa... Bonjour à toutes et à tous et désolé de ne pouvoir être présent avec vous sur cette session. Toutefois, je voudrais surtout remercier les organisateurs et les organisatrices de cette journée, en particulier autour des fonctions du vagin. Alors, de fait, une fois qu'on a dit le vagin pour l'obstétrique, le vagin pour la sexualité, est-ce qu'il y a d'autres fonctions? Et vous voyez que si on regarde les recommandations de la Société canadienne, eh bien, on n'a pas beaucoup d'autres propositions à faire et donc parler des autres fonctions du vagin devient particulièrement délicat. Pourtant, et je pense que c'est pour ça qu'on m'a posé la question, c'est qu'au-delà de deux fonctions qu'on vient d'évoquer, le vagin a d'autres fonctions particulièrement importantes concernant tout particulièrement la statique pelvienne. Et il s'agit d'un organe essentiel parce qu'au-delà de ce canal virtuel et adaptable dont on a évoqué les possibilités et les fonctionnements, eh bien, il a un rôle essentiel, le vagin, de soutien pour la partie antérieure avec la vessie et l'urètre, pour la partie postérieure avec son adaptabilité au remplissage ou au vidange de l'ampoule rectale, et surtout par un phénomène cohésif autour de tous les organes de voisinage qui sont les muscles associés et les fascias, et qui vont permettre à la fois de positionner les organes pelviens et de maintenir une souplesse et une adaptabilité permanente à la vie en général. Et vous avez ici, sur ces différents schémas que vous connaissez bien, que ce soit des montages, que ce soit des dissections anatomiques, vous voyez très bien que le vagin est fixé à la partie haute et à la partie haute autour du col de l'utérus, à la partie basse au niveau périnéal, avec tous ces organes de contact de voisinage qui sont les fascias et tous les tissus qui les accompagnent avec les muscles. Et on peut avoir cette confirmation avec cette image du camina qui est ici, où vous voyez très bien la mobilisation et la mobilité du vagin qui va s'adapter au positionnement des organes voisins, qui va se positionner aussi par rapport aux zones musculaires et qu'on peut le voir aussi bien sur ces éléments de dissection que sur des reconstructions 3D, comme vous pouvez le visualiser sur cette image à ce niveau. Alors, est-ce que ce fonctionnement et ces autres fonctions du vagin, on peut les confirmer? Je ferai appel aux techniques de résonance magnétique qu'on a pu avoir et qui nous ont permis de faire de l'anatomie sur le vivant, ce qui était très difficile, comme vous pouvez le voir ici avec le positionnement du vagin qui va s'adapter au remplissage ou la vidange de la vessie, qui va s'adapter au positionnement musculaire avec la formation du cap vaginal qui est à ce niveau, qui répond au cap anal, comme vous pouvez le voir, mais aussi comme on peut le positionner sur ces organes. Et vous voyez très bien le positionnement du vagin qui est à ce niveau,
associé à son adaptabilité lorsqu'il y a une vidange de l'ampoule rectale et qui permet de faire le glissement entre les organes, les uns par rapport aux autres, dans un pelvis qui reste souple et mobile. Mais vous voyez également que dès que les systèmes cohésifs qui sont installés autour du vagin sont détruits ou abîmés, comme vous pouvez le voir ici sur cette IRM, vous voyez également ici que le vagin perd sa forme en H habituelle qui est ici, et vous voyez qu'il va y avoir une défecte de soutien par rapport aux organes antérieurs et la possibilité de voir apparaître des anomalies. Vous pouvez ici le voir sur des échographies que m'avait prêté Jean-Marc Levaillant, où vous voyez le vagin avec sa position en H qui est parfaitement positionnée quand les ligaments sont présents et qui prend cet aspect échancré et complètement irrégulier qui correspond tout à fait à ces perceptions qu'ont les patientes de béance vaginale ou de déficit de perception au niveau du vagin. Ceci peut être tout à fait confirmé sur des imageries dynamiques, comme je vais essayer de vous le présenter, si le film fonctionne. Et sur ce film, comme vous allez pouvoir le visualiser, je tenais à vous présenter ces images, même si je n'ai que 10 minutes, pour essayer de vous sensibiliser à ce rôle de soutien et de positionnement du vagin, puisque vous voyez ici la zone vaginale avec l'implication des fibres des releveurs de l'anus qui viennent enserrer et enlacer quasiment le vagin, expliquant à la fois ce rôle de soutien et de cohésion organisé par le vagin et le fait de sa souplesse par rapport aux organes musculaires qui sont à ce niveau et qui permettent son adaptabilité en permanence et surtout aussi de répondre à ces fonctions d'élargissement lors des accouchements et aussi d'adaptabilité à la demande lors des rapports sexuels. Et c'est pour ça que les fonctions autres que l'obstétrique et la sexualité sont très importantes au niveau du vagin, en particulier dans ce rôle de soutien, comme on va le résumer sur cette dernière diapositive. Et comme je vous le disais, j'ai essayé de résumer ces autres fonctions qui sont des fonctions essentielles du vagin, en particulier au niveau du soutien, de l'adaptation des organes entre eux, de l'équilibrage du positionnement des organes et surtout de cette cohésion entre les organes pelviens, avec en avant la vessie et l'urètre, à la partie supérieure l'utérus, en arrière le rectum et latéralement, comme je viens de vous le montrer sur cette séquence filmée, les muscles pelviens. Donc, les autres fonctions du vagin existent bien et sont en complémentarité avec celles qui ont été abordées concernant l'obstétrique et celles qui seront développées concernant la sexualité. Pour conclure, je voudrais souligner un thème un peu particulier dans les autres fonctions du vagin, à savoir son rôle dans l'équilibre du microbiote entre les différents organes pelviens que je n'ai pas pu développer aujourd'hui, mais qui, je pense, sera un des thèmes à venir lors des différentes rencontres. Et je passe la parole donc à nos modérateurs, Laure Panel et Gérard Amarenko, que je remercie d'avoir accepté cette présentation en distanciel. Et bonne continuation. Voilà, donc on discutera tout à l'heure. On remercie le professeur Marès qui a bien voulu intervenir à distance. Et donc je passe la parole à Gérard Amarenko, puisqu'on va aborder maintenant les dysfonctions autres que les dysfonctions sexuelles et troubles fonctionnels liés à l'hyperlaxité vaginale, en commençant par la sensation des gaz vaginaux. Bon, rebonjour à tous. Alors d'habitude, je suis dans ces congrès de gynéco, on me demande de venir parler de neurourologie, de neurophysiologie vésicale, voire d'électrophysiologie ou d'urodynamique. Là, on m'a demandé de traiter les gaz vaginaux. Ben, allons-y. Alors, d'abord, quelques mots, quelques vocabulaires, dont vous voyez à gauche in French et à droite en anglais. Il y a beaucoup de termes, gaz vaginaux, vents vaginaux, bruits vaginaux, colpophonie, qui est quand même peut-être le terme le plus médical. Et puis en anglais, vaginal winds, noise, gas, flatus, colpophonie aussi.
Et puis la laxité vaginale, on verra que ça fait partie des étiologies. Alors il y a des choses un peu plus triviales, hein, la flatulence vaginale, le fruit, le P de fouf, et en anglais le chattering vulva, le vaginal fart et le queefing. Tout ça, c'est des termes que vous pouvez voir dans la littérature. Alors ce qui est étonnant, c'est que nos bonnes sociétés savantes, hein, y compris le SANGOF, l'ICS, la Yuga, l'AFU, la CIFUD, etc., il n'y a pas de définition des gaz vaginaux. Vous pouvez le trouver dans un certain nombre de dictionnaires en français ou en anglais, mais il n'y a pas de définition savante du gaz. Alors peut-être qu'il n'y en a pas besoin, mais on définit l'incontinence urinaire, on définit l'incontinence fécale, on a une typologie de l'incontinence urinaire et de l'incontinence fécale, on ne l'a pas pour les gaz vaginaux. Alors la première description de ce trouble, si tant est que ce soit un trouble, on le discutera tout à l'heure, revient à Gaillard-Thomas en 1880, qui, dans son précis, décrit, vous le voyez, ces entrées d'air à l'intérieur du vagin, mais en fait, ce ne fut pas le premier, puisqu'un certain Lollen, quelques années plus tôt, qui avait décrit dans la littérature médicale ces émissions un petit peu inappropriées parfois d'air issu de la cavité vaginale. Mais quand on regarde bien, c'est quelque chose de fort ancien, et c'est un poète latin, quelques années après Jésus-Christ, le poète Martial, qui a décrit ces émissions de bruit. Je vous demande de lire cette phrase de ce poème. C'est une certaine Gala, qui devait être sa petite amie. « Toutes les fois que j'entame avec toi la douce affaire et que nous agitons nos corps voluptueusement entrelacés, ton vagin fait grand bruit et tu te tais. Plus odieux que tu parlasses et qu'il se tue, je suis scandalisé de son babil. J'aimerais mieux entendre son voisin, cela du moins dit Symmachus, soulage et égaye tout à la fois. » Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est fort ancien et que déjà se posait le problème de l'éventuel gêne que pouvait éprouver soit la femme, soit le partenaire devant ces bruits vaginaux. Alors, ces bruits vaginaux, on peut les retrouver à l'interrogatoire de la femme, qui peut s'en plaindre spontanément, et puis on peut le retrouver lors d'un interrogatoire systématique, lorsqu'une patiente vient consulter pour un syndrome génito-urinaire de la ménopause, pour une laxité vaginale, bien évidemment, mais aussi pour une incontinence urinaire, une incontinence fécale. Et pourquoi ? Parce qu'on verra dans un instant que ces gaz vaginaux, même s'ils peuvent être parfois entre guillemets physiologiques, peuvent parfois procéder de mécanismes physiopathologiques assez identiques à l'incontinence urinaire ou à l'incontinence fécale. Alors, un peu d'épidémiologie, de prévalence. Vous voyez, une étude assez importante, hein, sur 3000 femmes. On voit que la prévalence de ces gaz vaginaux, c'est un peu plus de 10%. Et ça, c'est retrouvé dans plusieurs études, y compris des études par radiographie, où on peut voir sur des IRM ou des scanners ou des échographies, parfois, cette air dans le vagin. Donc, il faut retenir ce chiffre de 10%. Vous voyez que dedans, toutes n'avaient pas une activité sexuelle, hein, 4% étaient vierges, qu'il y a des gaz vaginaux chez des patientes qui n'ont jamais accouché, donc qui, a priori, n'ont pas de facteur de risque de laxité vaginale. Donc 10%, ça fait quand même beaucoup. Tous ces 10% ne sont pas forcément, encore une fois, ne demandent pas une aide particulière ou ne s'en plaignent pas, ou le partenaire ne s'en plaint pas. Alors il y a parfois certaines circonstances, les gaz vaginaux ne sont pas l'apanage des rapports sexuels, encore que pour les rapports sexuels, on pense que ces bruits aériques vaginaux sont plus fréquents dans certaines positions adoptées par certains au moment de l'acte sexuel, un peu plus fréquents, simplement pour des raisons mécaniques d'introduction dans le vagin d'air. Mais il y a aussi des activités de tous les jours, des activités sportives, des activités de marche qui peuvent déclencher ces bruits, encore une fois, qui peuvent paraître pour certaines inappropriés et gênants. Alors la physiopathologie, elle est très facile à comprendre, hein. C'est tout simplement de l'air qui rentre, et donc s'il y a une laxité vaginale, s'il y a une trop grande ouverture du hiatus vaginal, eh bien, il va pouvoir avoir de l'air qui est traqué à l'intérieur de la cavité vaginale. Et après, ça vient à décliner toute la physiopathe que nous a rappelé tout à l'heure Rajev
sur toutes les problèmes de rupture mécanique au niveau des structures musculaires, mais aussi, et j'allais dire surtout, les possibilités de congruence à la fois active, dynamique et statique apportées par la musculature pelvipérinéale. Et il est clair que toutes les atteintes neurologiques du père et du post-partum, à savoir les neuropathies d'étirement des nerfs pudendaux, mais aussi les atteintes plexiques, qui peuvent être soit spontanées, soit largement aidées par l'application de forceps un petit peu trop latéraux, va entraîner une dénervation du plancher périnéal et donc favoriser, bien évidemment, l'introduction de l'air dans le vagin. Il faut quand même se souvenir, mais ce n'est pas aux gynécologues ici présents que je vais le rappeler, qu'il y a quand même des diagnostics différentiels de ces gaz vaginaux purement, on va dire, mécaniques, à savoir des fistules sigmoïdo-vaginales ou recto-vaginales, que l'on peut voir au cours de certaines interventions, par exemple l'hystérectomie, mais aussi au niveau de certains cancers pelviens. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des associations fréquentes avec d'autres symptômes ou syndromes du bas appareil urinaire ou de l'appareil recto-anal, encore une fois parce que ça partage la même physiopathologie. Ça peut être souvent associé à une incontinence urinaire à l'effort, mais aussi à une hyperactivité vésicale. Sur le plan anorectal, à des dyschésies anorectales, ces difficultés d'expulsion des matières, parfois une incontinence fécale, là encore, par défaillance des systèmes résistifs musculaires. Donc, 10% des femmes ont des gaz vaginaux à peu près. Il y en a à peu près 3% qui s'en plaignent pour différentes raisons personnelles. On ne va pas faire de la psychologie de bas quartier aujourd'hui, mais il y en a quand même 4% qui s'en plaignent. Alors le traitement, encore une fois, il n'est pas toujours nécessaire parce qu'il y en a beaucoup qui ne semblent pas gênés, notamment pendant les rapports par ces émissions d'air. Au contraire, il y en a certaines qui s'en amusent avec le partenaire, surtout bien évidemment si c'est une relation stable depuis quelques années. Mais certaines femmes, encore une fois, réclament une prise en charge spécifique. Plusieurs types de traitements ont été essayés. La rééducation, alors il y a très peu d'études, évidemment, sur le plan médical là-dessus. La rééducation périnale sur des études ne semble pas efficace pour améliorer la situation. Il est évident que si vous avez une dénervation majeure, une hyperlaxité majeure, ça ne va pas arranger les choses. La chirurgie ne semble pas très efficace. Il y a des études qui ont montré que la mise en place d'un PCR, éventuellement raccordé à un petit cathéter pour tirer l'air à l'extérieur, peut être efficace, mais vous imaginez un petit peu le système pendant le rapport sexuel, c'est peut-être un petit peu compliqué. Le port de tampons vaginaux a été préconisé, mais essentiellement chez les femmes qui perdent quand elles vont à une activité de gymnastique devant les copines, etc. C'est sûr que pourquoi pas, ça peut être quelque chose qui peut être préconisé. Et puis peut-être dans le futur, mais c'est le serpent de mer en ce moment, la radiofréquence, le laser vaginal, pourra améliorer les choses, mais ça revient à discuter le traitement de l'hyperlaxité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc on va enchaîner avec la même équipe, Claire Hensen, qui va nous parler des problématiques de sécrétion vaginale. Parfois le distinguo est difficile à faire avec l'incontinence urinaire. Merci Claire. Merci beaucoup au comité d'organisation de m'avoir conviée. Donc moi, je ne suis pas gynécologue et du coup, je vais être assez pragmatique en fait sur cette présentation parce que vous allez voir que l'EBM est assez limité. Alors, la première question que je me suis posée, c'est quelles sont les étiologies de l'hypersécrétion vaginale lorsqu'on n'est pas dans l'infection. J'étais assez déçue par PubMed, j'étais beaucoup moins déçue par Google, mais je vous mettrai juste quelques petites clés que j'ai trouvées. En gros, on retrouve qu'il y a à peu près 1 à 4 millilitres par jour et qu'il peut y avoir des augmentations en fonction, bien sûr, de la période du cycle, de la contraception en cas de grossesse. Et puis, avec l'âge, souvent, il y a plutôt une tendance à la diminution. En fait, quand est-ce qu'on se pose cette question entre distinguer des mictions vaginales et une hypersécrétion? Ce n'est pas souvent le problème des pertes vaginales. C'est plutôt lorsqu'on est dans le cadre de l'incontinence urinaire insensible, chez une patiente qui n'a pas forcément d'antécédents, ou si on a fait un traitement de première ligne de l'incontinence urinaire, de la rééducation, un traitement médicamenteux éventuellement, et que ça n'a pas amélioré. Et cette incontinence urinaire insensible, elle est largement décrite dans la terminologie de l'ICS, notamment
Elle est connue chez les patients qui ont des fistules, elle est décrite dans cette terminologie-là, mais aussi dans toutes les dysfonctions pelviennes de la femme et également chez l'homme. Et donc c'est cette plainte d'une incontinence urinaire qui va survenir alors que la patiente n'est pas prévenue et qu'elle ne peut pas prévoir quand ça va arriver. Et donc dans le cadre de ces fuites insensibles, on a plusieurs étiologies qu'on va essayer de distinguer, et il y a notamment ce reflux urétro-vaginal. Donc les fuites, ces fuites insensibles peuvent être révélées par une sensation d'humidité périnéale, et puis parfois il peut y avoir une forme d'écoulement urétral mais sans besoin d'uriner. Et en fait, une fois qu'on aura bien sûr éliminé ces fistules, ces urtères ectopiques, ces diverticules de l'urètre, ces urétrocèles, eh bien se pose la question de ce qu'on est dans une miction vaginale ou ce qu'en fait ce n'est pas de l'urine. Alors les mictions vaginales, c'est plus décrit chez l'enfant, c'est décrit comme fréquent chez l'enfant. Le mécanisme principal, c'est plutôt une rétention par l'hymen, et ça peut être responsable de véritables hydrocolposes. Vous avez des IRM avec une grosse dilatation au niveau vaginal. Et dans cette étude qui avait recensé un petit peu toutes les petites filles qui avaient une incontinence urinaire diurne, il y avait 169 patientes. Ils avaient eu une débimétrie, un examen clinique, un calendrier mictionnel en essayant de bien noter à quel moment survenait l'incontinence urinaire, et notamment lorsque ça survenait en post-mictionnel, c'était important de le relever. Et donc ils avaient diagnostiqué 21 petites filles qui avaient un reflux urétro-vaginal, donc 12%. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient donné des instructions pour essayer d'évacuer ce reflux, donc de s'asseoir bien sur les toilettes avec les jambes bien appuyées, de garder les jambes bien écartées, de séparer les lèvres avant de débuter la miction, d'essayer de se pencher en avant pour verticaliser le jet urinaire, et ensuite d'essayer d'évacuer éventuellement ce qui pourrait rester au niveau du vagin. Et à 2 ans, finalement, l'incontinence urinaire avait disparu chez 19 des petites filles. Les 2 autres, elles avaient d'autres mécanismes associés que l'incontinence urinaire post-mictionnelle uniquement. Alors chez l'adulte, en fait, c'est pas si rare que ça, et on avait fait une étude dans le service, une étude rétrospective. On avait regardé justement toutes les patientes qui se présentaient pour une incontinence urinaire insensible et qui avaient eu une évaluation assez exhaustive avec un bilan urodynamique, la recherche d'une instabilité urétrale, une UCRM. Et donc, il restait 79 patients qui avaient eu cette évaluation. Et sur les 79, eh bien 16 avaient un reflux urétro-vaginal à l'UCRM. Alors, vous voyez ici, donc l'UCRM, on a la phase mictionnelle, et on voit du coup le jet, la stase des urines en intravaginal. Et la patiente était passée ensuite aux toilettes pour essayer de vider un peu mieux. Et il y avait toujours persistance d'urine avec du produit de contraste qui était visible en intravaginal. Alors ce qui a été décrit aussi, c'est l'incontinence urinaire post-bain, post-baignade, un mécanisme un petit peu similaire. Il y a en fait une entrée d'eau par voie vaginale et une vidange dans les minutes qui suivent la baignade. Il y a quelques descriptions de cas dans la littérature. Ça peut mimer une incontinence urinaire insensible, mais souvent les patientes arrivent à faire le diagnostic par elles-mêmes du mécanisme, et on donne des petits conseils de se mettre accroupi avant de se relever, essayer de bien évacuer tout ce qu'il peut y avoir dans le vagin. Et donc je finirai par voir un petit peu comment faire le diagnostic finalement, comment différencier ces hypersécrétions et ces mictions vaginales s'il nous reste un doute. Alors est-ce qu'avec l'interrogatoire on peut, les mictions vaginales, elles seront plus rapidement après la miction ou après un bain, une baignade, tandis que les sécrétions, il n'y aura pas forcément de période définie. Le terrain, on pourrait penser qu'il va nous aider. Les mictions vaginales, ce serait plutôt la femme jeune, mais en fait, dans la série chez l'adulte, l'âge moyen était de 47 ans. Dans les sécrétions, ce sera plutôt la femme jeune. À l'UCRM, vous allez visualiser ce reflux urétro-vaginal, cette miction vaginale, tandis qu'il n'y aura pas d'anomalie avec les sécrétions vaginales. Lorsque les patientes mettent un tampon, en fait, elles vont souvent avoir un bénéfice dans les 2 cas. Ça va absorber les sécrétions, mais ça va aussi absorber la miction vaginale. Un test au bleu péros, on leur fait prendre du bleu de méthylène et on leur demande est-ce que les fuites dans la protection, elles sont bleues.
si c'est des mictions vaginales, oui, elles seront bleues. Si c'est des sécrétions, à ce moment-là, elles ne seront pas bleues. Et si je vous dis qu'il y a eu des fuites et que ce n'était pas bleu, eh bien, vous êtes sûr que c'était des sécrétions vaginales. Lorsqu'on met un tampon, qu'on met du bleu et qu'on leur demande d'uriner, normalement, avec une miction vaginale, le bas du tampon sera bleu. Si c'est des sécrétions, non, sauf s'il y a un refus et qu'il est complètement évacué. Donc, on aura du mal à faire la différence. Et puis, peut-être assez simple, finalement, on leur fait un test thérapeutique en leur donnant des mesures comportementales. Et si les fuites disparaissent, vous êtes à peu près sûr que c'était des mictions vaginales. Donc, si on résume, en fait, les examens et la démarche diagnostique la plus simple, c'est soit de faire ce fameux test thérapeutique, soit de réaliser une UCRM qui vous permet à ce moment-là de complètement visualiser le mécanisme. Je vous remercie. Merci Claire. Et donc le dernier exposé de la matinée est fait d'une manière conjointe par l'équipe de François Marcelli sur quoi ? Sur la sexualité du couple, trop grand ou trop petit. Je ne sais pas de quoi on parle, du vagin, du pénis, de l'envie, du désir. Merci beaucoup à Maïté de m'avoir accompagné dans ce topo sur justement trop grand ou trop petit. Alors ça, je pensais que c'était la verge, parce que en faisant venir un urologue, je me suis dit que c'était pour ça qu'on voulait parler de moi. Et comme juste après était rajoutée la sexualité du couple, je me suis dit que c'était quand même bien de venir aussi avec une gynécologue, sexologue, qui puisse apporter une contribution. Donc on va faire un topo en 3 parties, et moi je m'introduirai, si je peux me permettre, entre les topos de Maïté. Voilà, c'est la thématique de la journée. Bonjour à tous, merci à François de m'avoir convié à participer à ce topo. Alors moi, quand j'ai vu le titre, forcément j'ai eu envie un peu de le déconstruire, parce que trop grand, trop petit, la sexualité du couple, la question que je me suis posée, c'est de quel couple on parle. C'est un peu sous-entendu, vu qu'on est à un congrès de gynécologie et qu'on a invité mon collègue urologue, de parler de l'union des deux genres. Mais je voulais quand même insister sur le fait que l'hétérosexualité, même si c'est ce dont on va parler, c'est loin d'être une évidence. Alors je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec de la sociologie, mais rappeler qu'elle n'est ni forcément naturelle, ni universelle, l'hétérosexualité. Elle s'est inscrite déjà dans une dissociation de la fonction érotique et de la fonction reproductive. Donc c'est déjà une modernisation de la sexualité quand on parle d'hétérosexualité. Le premier à avoir utilisé ce terme, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était à la fin du 19e. Et à l'époque, elle était décrite comme une perversion sous une forme d'hermaphrodisme psychique, d'inclination pour les deux sexes. En gros, avant la fin du 19e, la sexualité, elle a été pensée comme une distinction entre l'amour terrestre, l'amour céleste, la sexualité procréative et stérile, et la question du vrai et du faux amour par la question du mariage et de la filiation. C'est au cours du XXe siècle qu'on a sorti l'hétérosexualité d'un contexte médical pour gagner l'ensemble de la société, surtout occidentale en l'occurrence, pour définir des pratiques sexuelles et s'inscrire dans une norme sociale, puisque l'hétérosexualité, c'est aussi, surtout, au-delà d'une sexualité, la base d'un système et, donc, en ce qui nous concerne, d'une société patriarcale. L'autre biais que j'avais envie de déconstruire par rapport à ce titre, c'était celle du genre, puisque si on parle d'hétérosexualité d'hommes et de femmes, ça voudrait présupposer qu'un homme a forcément un pénis et qu'une femme a forcément un vagin. Bon, je ne vais pas, vu qu'on n'a que 10 minutes, on ne va pas ouvrir toutes les autres possibilités, mais il me semblait important de le poser, qu'il n'y avait pas d'évidence non plus de ce côté-là. Et donc, là où je voulais en venir, c'était puisque là, on parle de trop grand, trop petit, effectivement, ce qu'on a en tête, c'est l'histoire de la pénétration vaginale par le pénis, et de rappeler que la sexualité hétérosexuelle n'était pas forcément pénétrative. Et donc, c'est un petit peu le sens de notre topo aujourd'hui. Néanmoins, pour revenir sur la question qui nous a été posée, moi, je suis partie de finalement, quelles étaient les pratiques des couples hétérosexuels, en l'occurrence en France, pour pouvoir évaluer si déjà la pénétration vaginale par un pénis était une pratique, comment elle se plaçait dans les pratiques françaises. Donc je suis partie sur une enquête qui avait été réalisée dans le cadre de la Journée mondiale de l'orgasme. Alors
là aussi à déconstruire. La sexualité n'est pas forcément et ne doit pas être non plus une course à l'orgasme. Néanmoins, de questionner l'orgasme, ça questionne le plaisir et c'est une donnée qui est plus facile à évaluer a priori. Donc là, ce qui était intéressant dans cette enquête qui date de 2015, c'était de constater, alors là le chiffre il n'est pas montré, mais que 49% des Françaises évoquaient avoir assez régulièrement des difficultés à atteindre l'orgasme. Et là, ce qui me semblait intéressant dans ce petit pictogramme, c'était d'évaluer, donc la question c'était la proportion de femmes et de leurs partenaires ayant eu un orgasme sur leur dernier rapport sexuel. Bon, on voit déjà que par rapport à toutes les populations qui ont été interrogées, les Françaises en l'occurrence sont placées en bas du panier, sachant que cette enquête avait été nommée les Françaises sont les bonnes dernières sur la course à l'orgasme ou quelque chose comme ça. Bon. Mais ce qui semblait surtout intéressant, c'était la différence, que ce soit d'ailleurs pour toutes les représentations, c'était la différence de la capacité à jouir a priori pour les femmes versus leur partenaire masculin. Et sur une autre question qui était peut-être un petit peu plus qui permettait d'avoir une évaluation un peu plus globale sur la question de la proportion de femmes en couple qui avaient eu un orgasme par semaine au cours des 3 derniers mois. Et donc là, on voit aussi que de nouveau, les femmes se placent plutôt en bas de l'échelle à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est d'aller voir finalement quelles sont les pratiques sexuelles. Donc là, c'était justement les différentes pratiques qui ont été questionnées et de savoir qu'est-ce qui était le plus régulièrement pratiqué dans le cadre de ces couples. Et on voit que la pénétration vaginale par le sexe du partenaire était pratiquée à hauteur de plus de 90%, donc ce qui reste une des pratiques majoritaires. Or, quand on questionne les femmes sur est-ce que vous arrivez à jouir facilement avec telle ou telle pratique, ben finalement, c'est la pratique qui permet le moins facilement d'atteindre l'orgasme. En comparaison, la double stimulation, donc pénétration vaginale par le sexe du partenaire plus stimulation clitoridienne, qui est la pratique qui permet d'obtenir le plus facilement l'orgasme pour les femmes en général, n'est pratiquée qu'à hauteur de 73%, donc quasiment 20 points de différence entre les deux. Donc la question qui en découle, c'est est-ce qu'on a une sexualité hétéro trop phallocentrée? Et donc là, je laisse la place à mon confrère. Alors, est-ce que l'homme a besoin d'avoir une grosse verge ou un gros pénis? En réalité, dans les représentations de l'histoire, vous voyez, toujours, c'était représenté de manière très phallique et globalement, on se pose toujours la question, est-ce que ça donne une bonne compétence de la sexualité de l'homme? Et que quand on questionne, vous voyez, 45 à 70% des hommes aimeraient avoir une verge néanmoins plus grande que ce qu'ils ont, et que dans l'idéal, la taille du pénis pour eux est aux alentours de 15 cm, mais que beaucoup pensent et aimeraient l'avoir encore de manière plus importante. Et il y a des fausses croyances qui ont été dans l'histoire comme symbole de la masculinité, mais c'est aussi venu là de manière très récente, depuis à peu près une 50aine d'années, apportée par la pornographie, la littérature érotique et également la science. Parce que quand on regarde un petit peu et qu'on compare un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans la littérature sur la mensuration de la taille de verge, eh ben, on a différentes études, que ce soit par autodéclaration, qui étaient les premières études, au niveau d'érection, qu'elle soit en autostimulation ou pharmacologique, ou à l'état flaccide. Donc on a commencé par d'abord autodéclarer, et forcément on avait des biais de surdéclaration, parce que globalement, quand on questionne des gens, forcément il y a un facteur de biais de désirabilité sociale qui fait que les gens ont tendance toujours à surdéclarer. Vous voyez, on avait des tailles de verge de à peu près 15,7 cm chez l'homme. Quand on allait dans des populations plus particulières de type homosexualité, on avait jusqu'à une déclaration jusqu'à 16,4 cm, 16,5 cm. En érection, la moyenne est aux alentours de 13,7 cm, en sachant qu'on peut aussi avoir des biais, parce que forcément on a enlevé le biais de désirabilité, et que quand on compare l'estimation des hommes en érection, on est à 13,4 et les femmes à 15,8. Est-ce qu'il y a une différence entre l'érection et la flaccidité? Donc quand on fait une traction, bien sûr on peut s'entendre sur comment mesurer la verge en traction, on est globalement à 13,24, donc pas très très loin de l'érection, vous voyez, 13,12, avec des variations qui sont assez importantes. Et donc globalement, on retiendra qu'actuellement, le petit pénis est mesuré entre 7 et 9 cm à l'état de flaccide. Alors petit pénis, c'est quand même très très discriminant. Taille normale, 9
à 11 et le pénis de plus grande taille à l'état de flaccidité 11 cm. Et vous voyez, 12% à 17 auraient des pénis de plus grands centimètres jusqu'à 16 cm. Alors, est-ce que c'est important? Au final, est-ce que c'est important d'avoir une grosse verge ou pas? Est-ce que c'est important d'avoir une grande taille ou pas? Qu'est-ce qui va entraîner une attractivité féminine? Et bien, quand on regarde un petit peu ça, les femmes seraient plus attirées par rapport à des hommes ayant des tailles de pénis à l'état flaccide important. Et cette représentation donnerait, dans l'imaginaire, un indice de bonne santé. Quand on regarde cette étude, ils vont aller jusqu'à émettre l'hypothèse que ce serait une sélection naturelle, ce même modèle que la sélection naturelle des modèles animaux, et que globalement il y aurait une sélection naturelle dans le temps vers des plus gros pénis pour avoir une meilleure qualité de copulation et au final une meilleure qualité de reproduction. Parce qu'on reste sur l'idée quand même qu'on vit sur Terre depuis des millions d'années et que c'est comme ça qu'on s'est reproduit, que c'est globalement par la taille de notre verge. Et une autre étude là, qui est faite dans différents pays pour gommer un petit peu les irrégularités, donc on a étudié des patientes américaines, new-zélandaises, chinoises, camerounaises, en leur montrant des modèles de pénis en photographie et en modélisation informatique, et globalement, elles étaient plus attirées vers des pénis plus longs que la moyenne. Alors, est-ce que les femmes ont une importance pour la taille du pénis de leur homme? Donc, globalement, vous voyez, on peut quand même être assez content. 94% se disent quand même satisfaits de la taille de leur pénis comme masculin, qu'elles définissent comme gros, versus 32% le déclarant trop petit. Néanmoins, on a quand même 68% qui aimeraient que leur partenaire ait un pénis plus grand. Vous voyez, donc quand même, c'est à retenir. Lorsqu'on fait des modélisations, la taille parfaite pour la femme serait aux alentours de 16 à 16,26 cm. Globalement, quand même 3 cm de plus que ce qui est mesuré en traction. Donc, globalement, on peut rester un petit peu sur notre fin. Alors, voilà 3 études qui regardent un petit peu les réalités pour les femmes. Eh bien, une insatisfaction liée à la taille du pénis, ça entraînerait un risque accru de dysfonction sexuelle féminine. 67% pensent que la taille du pénis est très importante pour la satisfaction sexuelle. Pour la circonférence, de 33 à 53%, 22 même la coterie quand même très importante. À peu près des chiffres similaires pour la longueur, et vous voyez à peu près 20% qui diraient qu'il n'y a aucune importance, aussi bien pour la circonférence que pour la largeur. Alors, est-ce que avoir une grosse verge, ça donne plus d'orgasme féminin et plus d'orgasme vaginal? Globalement, cette étude a identifié qu'il y aurait plus d'obtention d'orgasme vaginal sans stimulation clitoridienne. Donc ça, c'est important quand même, avec une bonne qualité de la pénétration vaginale et donc meilleure qualité si on a un gros pénis. Avec ce qu'on appelle l'orgasme vaginal profond, qui va un petit peu, on verra sur les diapositives après, contrairement à ce que pensait Master et Johnson, comme il n'y aurait pas eu de sensibilité, d'innervation propre à cette différenciation entre le vagin, le col et le clitoris. Et on a déjà vu dans les topos précédents que, clairement, il y a une vraie modélisation de la sensibilité avec des différences entre le vagin et le col. Et lorsqu'on regarde un petit peu cette imagerie en IRM, et donc on voit qu'il y a des projections au niveau du cortex somatosensoriel qui sont très différentes entre le col de l'utérus, le vagin, le clitoris. Et donc globalement, il y aurait quand même des différenciations et que peut-être qu'avec le temps, il y aurait une sélection vers les gros pénis pour les femmes qui préféreraient avoir des orgasmes vaginaux, en sachant que forcément, tout le monde ne construit pas sa sexualité uniquement centrée sur le coït vaginal. Donc là, je laisse ma collègue finir. Donc du coup, finalement, pour revenir un peu sur l'iconographie que je vous avais montrée juste avant l'intervention de mon collègue, ce qu'on constate, c'est que la pénétration vaginale est une pratique qui est répandue, fréquente, et d'ailleurs plus souvent en tout cas dans l'étude qui avait fait, dans l'enquête qui avait été menée, les Françaises étaient plus nombreuses en tout cas à évoquer le pratiquer souvent par rapport à d'autres populations, en l'occurrence anglo-saxonnes, où elles sont autour de 60-70% versus 82% chez les Françaises, alors que dans cette même enquête, elles n'étaient que 26% à déclarer qu'elles pouvaient jouir très facilement grâce à une pénétration vaginale. Ce qui veut dire que oui, il y a des femmes qui arrivent à jouir avec la pénétration vaginale, mais pas à hauteur de la pratique déclarée. Donc on revient sur la question de la double stimulation, qui est pour le coup pratiquée par seulement une Française sur 3, de façon régulière,
et quand bien même il s'agisse, comme je vous avais dit, de la pratique qui permet d'atteindre le plus facilement l'orgasme, puisque 77% y arrivent assez facilement. Autre enquête qui avait été menée par l'IFOP en 2019 sur la sexualité des Françaises, on retrouvait que, par ailleurs, moi je me suis posé la question de quelle est la place de la sexualité, et il y a quand même 65% des femmes, tout âge confondu, qui évoquaient pouvoir vivre avec un partenaire de vie sans avoir de rapport sexuel avec lui ou elle. Versus, alors ce qui a été un peu marquant, c'est que ce chiffre, il a fait qu'augmenter depuis les années 2000, alors avec évidemment une corrélation à l'âge, plus les femmes sont âgées, plus elles sont nombreuses à dire pouvoir vivre avec un partenaire sans avoir de sexualité, mais ça questionne quand même sur la satisfaction sexuelle des femmes par rapport à ça. Et par ailleurs, elles étaient que 28% à estimer qu'un rapport sexuel sans orgasme était un rapport sexuel raté, ce qui replace aussi la question de l'orgasme et de son importance ou pas dans le rapport, hétéro en tout cas. Dernière question que je me suis posée, c'était quid quand même des autres sexualités. Et il y a une étude qui a été menée aux États-Unis sur plus de 50 000 personnes, hommes, femmes et de tout type de sexualité. Et la question qui leur a été posée, c'était de leur satisfaction et de leur capacité à jouir dans leur rapport sexuel. Et ce qui était assez marquant dans cette étude, c'était de retrouver que les hommes hétérosexuels, par rapport aux hommes gays et aux hommes bisexuels, étaient ceux qui évoquaient avoir le plus facilement du plaisir. Ils étaient plus de 95%. Alors que chez les femmes, toutes confondues, hétéras, lesbiennes ou bisexuelles, pour le coup, c'est les hétéras qui étaient les plus lésées, puisqu'elles étaient à 65% à dire avoir du plaisir et des orgasmes réguliers dans leur rapport. Et entre deux, il y avait tout le spectre, mais en tout cas, des deux côtés, on avait ceux qui prenaient le plus de plaisir et ceux qui en prenaient le moins, qui ont des rapports ensemble. Et la question qui a été posée, qui était intéressante, c'était finalement qu'est-ce qui fait jouir les femmes, et quels étaient pour elles les éléments qui conditionnaient un rapport avec du plaisir. En fait, la pénétration vaginale n'est loin d'arriver en tête de proue. On a la question d'avoir des baisers intenses, des stimulations génitales manuelles ou du sexe oral, en plus de la pénétration. Alors la pénétration vaginale, elle a son importance, mais elle est loin d'être au cœur du sujet. Et pour terminer sur 2 derniers chiffres, sur cette même étude, il y a 30% des hommes qui étaient interrogés qui pensent que la pénétration est le meilleur moyen pour faire jouir leur partenaire. Alors qu'à contrario, quand on interrogeait les femmes qui avaient des rapports sexuels avec des femmes, elles étaient 91% à expliquer qu'elles atteignaient l'orgasme par une combinaison de stimulation génitale et de sexe oral, sans être forcément pénétrées vaginalement. Donc oui, la taille peut compter, mais pas franchement. Donc moi, ce que je voulais, surtout sur quoi je voulais insister, c'est que la sexualité épanouie est avant tout une sexualité qui associe l'écoute et le partage, et ça, quelle que soit la taille. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux. Donc on va enchaîner avec une dizaine de minutes pour pouvoir échanger et poser des questions. Alors pour les questions, vous vous présentez au micro, sinon c'est inaudible, et vous dites votre nom et votre ville. Alors moi j'ai tout de suite une question pour vous deux. C'est dans le sujet de l'adéquation de la taille. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont montré une diminution de la satisfaction sexuelle du partenaire masculin dans le cas d'un couple hétéro quand il y a un élargissement du hiatus urogénital chez la femme? Est-ce qu'il y a... Parce que quand même beaucoup de femmes culpabilisent de ça, demandent parfois des interventions chirurgicales pour avoir une meilleure adéquation à leur partenaire, mais est-ce qu'on sait si ça a vraiment une influence pour le partenaire? Je suis désolé d'apporter une non-réponse parce que je n'ai pas du tout recherché cet item. Donc je ne peux pas vous dire. Merci. Michel Cosson, une question. Oui, j'avais une petite question qui est plus anatomique, parce que finalement, quand on nous fait l'anatomie, je dirais, périvaginale, on nous parle beaucoup de toutes les structures osseuses, innervations, musculaires, mais on parle assez rarement de la graisse périvaginale, et pourtant on voit bien que certaines patientes qui maigrissent, par exemple, voient apparaître, juste après avoir maigri de façon significative, un prolapsus, donc il y a sûrement un petit rôle dans la statique pelvienne, et au-delà, dans ce qu'on appelle les hyperlaxités vaginales, on traite certaines de nos patientes
après des échecs chirurgicaux par du lipofilling à l'heure actuelle. Donc est-ce que toi, tu as une notion de l'importance de la graisse dans cette région, qui est un élément dont on parle pratiquement jamais? Oui, dans les études, en fait, l'élément principal serait plutôt les fibres musculaires, la contraction musculaire, l'anatomie autour, pour améliorer la graisse ou même chirurgicalement, si on veut superficiellement réparer le périnée. C'est pour ça, dans les publications, si on tente de chirurgicalement renforcer, on n'a pas forcément d'impact sur la sexualité. Ce qui est retenu par rapport à la graisse, c'est plutôt la fonction musculaire des fibres. Donc sur la graisse, je ne vois pas comment, et je n'ai pas trouvé d'article, l'impact de combler qui a un effet sur la contraction musculaire ou la laxité vaginale en soi. Je ne parle pas tellement pour le côté... Nous, on prend rarement en charge les patientes pour des questions de sexualité, côté traitement de l'hyperlaxité. C'est plutôt pour les patientes qui ont des gaz vaginaux et qui s'en plaignent, ce qui n'est pas un nombre très élevé. Et on a l'impression quand même que nos chirurgies qui ne voient que le contenu, enfin qui ne parlent que du vagin et de la taille du vagin, finalement, qui consiste à faire des résections de vagin, des colporaphies, des colpectomies, c'est pratiquement l'essentiel de ce qu'on propose pour ça, sont des chirurgies qui ne sont pas non plus adaptées, puisque finalement elles ne concernent que la tunique vaginale et elles ne concernent pas du tout l'environnement. Ben, les muscles, on ne peut plus les améliorer, hein. Aussi, le problème, c'est qu'une fois que la rééducation a été bien faite, on a une marge de manœuvre qui est quand même assez faible. Et si on veut jouer sur l'environnement vaginal, à part réduire la taille du vagin, ce qui est quand même un peu primaire comme type de façon de faire, il ne reste que la périphérie dans lesquelles peut-être la graisse joue. Et tout ce qu'on fait d'autre aujourd'hui en radiofréquence laser joue aussi uniquement sur le côté tunique vaginale, ce qui est aussi un peu short, quoi. Oui, oui. Donc là, je pense, oui, en agissant sur le volume du contenant, du vagin avec le lipofilling, il y aurait une modification. C'est parce que finalement, même dans les IRM, je trouve qu'on ne fait jamais attention à ça. On ne décrit pas, alors qu'on sait qu'il y a des fosses paravésicales, il y a des fosses pararectales, il y a de la graisse en petite quantité, hein, plutôt dans ces régions-là, mais je trouve qu'on n'a pas de données anatomiques là-dessus. Qu'est-ce qui est normal chez une patiente qui va bien en termes de graisse dans cette région, et qu'est-ce qui peut devenir pathologique secondairement à un amaigrissement ou à d'autres choses. Oui. Et là, tu n'as pas non plus beaucoup de données. Je trouve non, il n'y a pas eu d'études spécifiquement sur la graisse, hein. C'est plutôt sur la taille du vagin et sur les fibres musculaires. Après, ce dont on n'a pas parlé, c'est tout ce qui est élasticité aussi, et trophicité, parce qu'en fait, est-ce que la graisse n'a pas un rôle aussi sur l'élasticité et la trophicité du vagin? Et ça, c'est quand même quelque chose qui a l'air aussi de jouer sur la fonction vaginale de façon importante, quoi. D'autres questions? Des questions pour Pierre Marès, par exemple? Moi, je pense qu'on pourrait quand même conclure sur la sémantique. Et je vous remercie, Karine Martin, d'avoir soulevé cette problématique. On est tous, moi la première, hein, à parler dans nos courriers, dans nos consultations de béance vulvo-vaginale, qui est un terme hyper négatif, avec un espèce de jugement de valeur quand même sur cette variation de l'anatomie. Et donc, profitons de cette session pour bannir de nos bouches, y compris dans les staffs entre nous et tout ça, ce mot béance, même s'il est plus facile à dire que relâchement vulvo-vaginal ou élargissement du hiatus urogénital. Et essayons de faire tomber les stéréotypes aussi. Ça va être long, puisqu'on voit bien dans tout ce que vous avez présenté que la représentation qu'ont les femmes et les hommes de l'importance du vagin et de l'aspect de la vulve joue aujourd'hui dans nos sociétés, mais finalement on voit bien que ça ne joue pas sur la fonction, et c'est le message à faire passer à nos étudiants et à nos patientes, évidemment. Je ne sais pas si... Voilà. Merci à tous pour cette première partie.